Galilée Galilei est sans doute le scientifique le plus important de tous les temps. Il a perfectionné les premiers télescopes, les a tournés vers l'univers, et ce qu'il a découvert a changé le cours de l'histoire à jamais. Galilée a fourni les premières preuves concrètes que la Terre est en orbite autour du Soleil. Cette croyance allait à l'encontre de l'Église catholique, ce qui a abouti à l'un des procès les plus scandaleux et attristants des 500 dernières années. Stephen Hawking a dit que Galilée est plus responsable de l'émergence de la science moderne que tout autre être humain ayant jamais vécu. Et Einstein l'a appelé le père de la science moderne. Et malgré tout cela, Galilée a passé les 7 dernières années de sa vie en résidence surveillée. Et pour répondre à cette question, nous devons revenir au début. Nous sommes en 1564 et Galilée Galilei vient de naître à Pise, en Italie, la même année où William Shakespeare et le grand artiste Michel-Ange naîtront également. À l'âge de 8 ans, il a déménagé à Florence, peut-être la plus belle ville du monde, prospérant au cœur de la Renaissance. Le père de Galilée l'a convaincu de fréquenter l'université de Pise, où il étudierait la médecine, mais il n'était pas passionné par la médecine. Il aimait les mathématiques et les sciences. Il a quitté l'université après 4 ans sans obtenir son diplôme de médecine. La même année, il a commencé à enseigner les mathématiques à Florence. Seulement 3 ans plus tard, il reviendrait à l'université de Pise, mais pas en tant qu'étudiant, en tant que professeur de mathématiques. Et c'est à Pise que Galilée a fait ses premières contributions significatives à la science. Aristote, sans doute le philosophe naturel le plus influent des 1000 dernières années avant Galilée, croyait que les objets pouvaient tomber à une vitesse proportionnelle à leur masse. Par exemple, si vous laissiez tomber une balle pesant 1 kg et une autre pesant 5 kg, la balle de 5 kg devrait tomber 5 fois plus vite que celle d'1 kg. Galilée pensait que c'était faux, et donc selon l'histoire, Galilée est allé à la tour penchée de Pise et a laissé tomber 2 objets du sommet, l'un lourd et l'autre léger, mais ils avaient à peu près la même taille physique. Il les laisse tomber et regarde alors qu'ils tombent au sol, frappant le sol presque exactement au même moment. Pourquoi cela arrive-t-il? La gravité dépend de la masse d'un objet. Plus la masse est grande, plus la gravité l'attire fortement, plus un objet est massif, plus il faut de force pour l'accélérer. Cette force supplémentaire, fournie par la gravité, compense parfaitement la force supplémentaire nécessaire pour accélérer l'objet. Tous les objets tombent à la même vitesse dans un champ gravitationnel en ignorant la résistance de l'air. Mais ce ne serait pas la dernière fois que Galilée défierait les anciens Grecs. Après 3 ans à Pise, Galilée s'installe à Padoue, près de Venise, où il enseigne les mathématiques pendant 18 ans. Et c'est ici, à Padoue, que Galilée allait changer fondamentalement notre compréhension de l'univers pour toujours. À l'époque, l'Église catholique, et par extension pratiquement toute la société, croyait à la vision de l'univers de Ptolémée. Ptolémée était un scientifique grec vivant en Égypte au IIe siècle de notre ère. Selon lui, le Soleil et tous les corps célestes tournaient autour de la Terre. Aristote avait déjà proposé que tout ce qui se trouvait au-dessus de la Terre était parfait et incorruptible. Mais à l'époque de Galilée, beaucoup, sinon tous, les astronomes croyaient en un système différent proposé par l'astronome danois Tycho Brahe. Dans ce système, toutes les planètes et étoiles orbitaient autour du Soleil, qui lui-même tournait autour de la Terre. Peu avant la naissance de Galilée, Nicolas Copernic publia son ouvrage sur les révolutions des sphères célestes, affirmant que tout, y compris la Terre, orbitait autour du Soleil. À l'époque, le livre suscita une légère controverse et ne reçut aucun soutien majeur. Beaucoup pensaient qu'il serait finalement réfuté. Copernic est mort l'année de la publication de son livre. Mais pour Galilée, il voulait comprendre exactement comment l'univers fonctionnait et lequel de ces systèmes était vrai dans la réalité. Ce qu'il fit ensuite changea tout. En 1608, les verriers des Pays-Bas faisèrent des progrès incroyables dans la fabrication de lentilles de qualité. Il était inévitable que quelqu'un assemble 2 lentilles et remarque leur effet grossissant. Hans Lippershey, verrier de Middelberg, a inventé la première lunette astronomique. Il dépose un brevet pour son invention le 2 octobre 1608. Dans le brevet, il décrit son invention comme une lunette hollandaise, permettant de voir des objets éloignés comme s'ils étaient proches. Le plus puissant outil de la révolution scientifique vient tout juste d'être inventé. En quelques mois, la nouvelle de cette invention se répand dans toute l'Europe,
finissant par parvenir à Galilée en juin 1609. À cette époque, Galilée n'avait que 45 ans. Lorsqu'il entend parler de cette invention, les meilleurs télescopes du monde ne pouvaient augmenter la vision humaine que d'un facteur 3. Mais Galilée pensait pouvoir faire mieux. Il retourne aussitôt chez lui à Padoue, depuis Venise, et commence cette nuit-là à fabriquer son télescope. En quelques jours, il crée son premier prototype et apprend à perfectionner ses lentilles lui-même. Après seulement 2 mois de développement, ses créations sont devenues si performantes qu'elles sont capables d'un grossissement de 8 fois. Au lieu de le diriger aussitôt vers les étoiles, il en montre d'abord les capacités aux législateurs vénitiens, leur offrant comme un cadeau. Voyant son potentiel militaire, ils acceptent son offre. Le dernier télescope de Galilée mesure 20 mètres de long et 37 mm de diamètre. Il est capable de grossir les objets 20 fois. Lorsque j'ai visité Florence, j'ai exploré le musée Galilée et ce sont ces télescopes originaux qu'il a réellement utilisés pour faire ses observations. Après avoir perfectionné sa création, Galilée décide enfin de faire quelque chose qu'aucun humain avant lui n'a jamais fait. Pointer un télescope vers le cosmos, révélant ses secrets les plus profonds. Il dirige d'abord l'appareil vers la Lune, y voyant des cratères, des sillons et des montagnes. Cela contraste avec la croyance alors répandue que la Lune était une surface parfaite et lisse, contrairement à la Terre. 3 mois après avoir créé le premier télescope, à 17h, le jeudi 7 janvier 1610, Galilée est dans son jardin à Padoue, avec son télescope récemment conçu. Il est sur le point de changer le cours de l'histoire à jamais en faisant quelque chose qui semble vraiment simple. En pointant son télescope vers Jupiter pour la première fois de l'histoire, Galilée voit 3 étoiles fixes qui sont extrêmement proches de Jupiter. Au cours des nuits suivantes, il continue d'observer, remarquant que ces objets semblent errer comme des satellites autour de Jupiter. Ils semblent être obscurcis par la planète, et seulement 6 jours plus tard, Galilée remarque un 4e objet en orbite autour de Jupiter. On les voyait changer de position par rapport à Jupiter, mais ils restaient toujours alignés. Ce sont les lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Il a d'abord voulu nommer les 4 lunes étoiles médicéennes, en l'honneur des frères Médici, célèbre famille italienne. Cela l'a aidé à obtenir des postes prestigieux à l'université de Pise, mais les noms ne sont pas restés. Ces lunes de Jupiter resteront appelées lunes galiléennes. Il a publié ses découvertes et ses observations lunaires dans un court ouvrage intitulé Sidereus Nuncius. Cela se traduit par le messager des étoiles. Et les résultats n'ont pas été bien accueillis. Les gens pensaient que ces lentilles c'était défectueuses et que ce qu'ils voyaient n'était qu'une illusion. Aristote avait décrit le cosmos comme étant rempli de ces corps parfaits et immuables. Dieu avait créé un univers parfait. Qui était Galilée pour dire le contraire? Et si tout dans l'univers était censé orbiter autour de la Terre, comment pouvait-il y avoir des lunes en orbite autour de Jupiter? Ce que cela offensait le plus, l'Église catholique. Le cardinal Robert Bellarmine était alors la principale figure de l'Église catholique. Pour toute interprétation des Saintes Écritures, l'Église consultait le cardinal Robert Bellarmine. L'Église catholique prévoyait de rendre une décision stipulant que seuls les évêques et les conciles de l'Église seraient autorisés à interpréter le sens de la Bible. Personne d'autre ne le pouvait, surtout pas quelqu'un comme Galilée. Galilée soutenait activement le modèle héliocentrique, affirmant que la Terre et les planètes tournaient autour du Soleil. Maintenant, c'est important, Galilée a toujours affirmé que la parole de Dieu était toujours correcte et digne de confiance. Mais il disait aussi que les Écritures ne pouvaient pas contredire ce qui est vrai dans la nature. Pour l'Église, il réinterprétait essentiellement les Écritures et disait qu'ils avaient tort. Il a défendu cela en écrivant une lettre à la grande duchesse Christine de Toscane en 1615. Il y dit que l'Église et la science sont compatibles, mais il soutient que si la science nous révèle quelque chose de vrai dans le monde naturel, il est tout simplement déraisonnable que l'Église s'attende à ce que les scientifiques ignorent leurs découvertes et fassent aveuglément confiance aux interprétations approuvées des Écritures. Il écrit « Car cela reviendrait à ordonner que l'astronome ne doit pas voir ce qu'il voit et ne doit pas comprendre ce qu'il sait. Non que et qu'en cherchant, ils doivent trouver le contraire de ce qu'ils rencontrent réellement.
Le pape Paul V mandate le cardinal Bellarmin pour visiter Galilée un mois avant l'interdiction de l'héliocentrisme. Bellarmin devait informer Galilée du décret imminent. Comme cela rendrait son travail hérétique, cette rencontre allait s'avérer être la plus importante de toute la vie de Galilée. S'il continue sur cette voie, il se retrouvera accusé d'hérésie, sa vie en danger. Souvenez-vous de cette visite. En 1616, le pape déclare l'héliocentrisme hérétique, car contraire aux Écritures. Il interdit alors le livre de Copernic jusqu'à suppression des passages affirmant que la Terre tourne autour du Soleil. Après avoir publié les résultats de ses études sur Jupiter, il s'est efforcé d'être plus précis et de quantifier ses observations en appliquant une approche systématique que nous appellerions aujourd'hui la méthode scientifique. En observant les lunes de Jupiter sur une période plus longue, il a pu mesurer approximativement leur période orbitale, mais trouver un calcul plus précis s'est avéré extrêmement difficile. Il a continué à travailler et ses périodes étaient plus précises, mais quelque chose n'allait toujours pas. Et puis il a eu une idée, peut-être que les orbites qu'il mesurait semblaient inexactes parce que la Terre est en orbite autour du Soleil. En tenant compte du mouvement de la Terre autour du Soleil, ces problèmes ont été résolus. Cette découverte contredisait la cosmologie aristotélicienne. Beaucoup d'astronomes et de philosophes ont simplement refusé de croire qu'un homme comme Galilée serait capable de faire une découverte aussi capitale. Mais Galilée l'avait fait. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dirigé sa lunette vers Vénus et elle montrait des phases similaires à celles que nous voyons la Lune traverser chaque mois. En s'appuyant sur ce fait, il a conclu que Vénus tournait aussi autour du Soleil et non de la Terre. Le système ptolémaïque de l'univers s'effondrait sous les mains de Galilée et l'Église catholique le savait. 7 ans après avoir reçu la visite du cardinal Bellarmin, l'ami de Galilée devient le nouveau pape. Alors Galilée discute avec ce pape du problème de l'héliocentrisme. Et ils sont convenus qu'ils pouvaient écrire sur l'héliocentrisme s'ils le faisaient de manière théorique. Ainsi, en 1624, Galilée se met au travail, écrivant probablement le livre le plus important qu'il écrira jamais. 8 ans plus tard, Galilée publie le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, conformément aux conseils donnés par le pape. Dans son livre, Galilée écrit à propos de 2 personnages dits fictifs, Salviati, qui défend le système héliocentrique de Copernic, et Simplicio, qui est un adepte d'Aristote, soutenant que la Terre est au centre de l'univers. On pensait que le personnage de Galilée, Simplicio, était une attaque contre la vision aristotélicienne et géocentriste du monde. Après tout, Simplicio signifie littéralement simple d'esprit en italien. Salviati a facilement remporté le débat, ce qui suggère que ses opinions étaient correctes et que c'est ce que Galilée croyait. Le pape lit le livre et devient furieux. L'Inquisition romaine interdit la vente de son livre et le convoque à un procès en 1633 pour hérésie. À cette époque, Galilée avait près de 70 ans et était extrêmement malade. Il risquait sa vie lors de ce procès. La procédure était menée par 10 cardinaux, tous personnellement nommés par le pape. Leur tâche était de protéger les croyances catholiques. L'Église se concentre alors sur 1616 et interroge Galilée sur ses souvenirs de sa rencontre avec le cardinal Bellarmin. Il explique que le cardinal lui a conseillé de mentionner brièvement le modèle héliocentrique et de ne pas l'affirmer comme vrai, car cela contredisait la doctrine de l'Église. L'Église a traité Galilée de menteur et a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de Bellarmin dès 1616 de ne rien écrire ni enseigner du tout sur l'héliocentrisme. Pour le prouver, les procureurs ont présenté une lettre que le cardinal Bellarmin aurait envoyée à Galilée après leur rencontre, relatant leur discussion. Dans cette lettre, Bellarmin dit que Galilée s'est vu ordonner de ne plus soutenir, enseigner ou défendre l'héliocentrisme d'aucune manière, que ce soit oralement ou par écrit. Sinon, le Saint-Office engagerait des poursuites contre lui. Cela semble clore l'affaire. On a dit à Galilée de ne pas en parler, et il l'a fait. Donc il doit faire face à la persécution de l'Église. Mais Galilée était un homme intelligent et il tenait ses propres archives. Galilée sort théâtralement l'exemplaire original de la même lettre qu'il a reçue du cardinal Bellarmin. Celle-ci a été écrite par Bellarmin et signée de sa propre main. L'Inquisition romaine ne savait pas que Galilée avait encore cette lettre, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les lettres n'étaient pas identiques. En fait, elles avaient une différence majeure.
La copie originale de la lettre de Galilée ne disait pas que Galilée avait reçu l'ordre de ne pas parler ou écrire sur l'héliocentrisme de quelque manière que ce soit, sous peine d'être poursuivi. La lettre de Galilée dit simplement que l'héliocentrisme est faux et qu'il ne doit pas être explicitement défendu. Et comme le dialogue était une histoire fictive, il n'a enfreint aucune règle. Tout le procès reposait sur cette lettre. Et de façon suspecte, la copie de l'Église comportait précisément cette modification clé utilisée pour condamner Galilée pour hérésie. Certains chercheurs ont suggéré que l'Église avait falsifié leurs lettres pour faire tomber Galilée et préserver leur vision du monde, afin d'éviter de perdre davantage de fidèles. Mais je vous laisse en juger. Pour aggraver les choses, le tribunal a demandé à Galilée s'il avait reçu un imprimatur pour le dialogue. C'est essentiellement un sceau donné par l'Église pour certifier qu'il n'y a rien de contraire à la foi catholique. Et Galilée avait reçu non pas un, mais deux imprimatures pour son livre. L'Église avait traduit en justice quelqu'un qui avait écrit un livre qu'elle-même avait approuvé. Ce procès a duré des semaines. Vers la fin du procès, Galilée a été interrogé durement et menacé de torture s'il ne disait pas la vérité. Le dossier contre Galilée était faible et beaucoup voulaient qu'il se termine vite. La santé de Galilée se détériorait, alors le procureur a conclu un accord avec lui. Il plaiderait coupable d'une infraction mineure dans la rédaction de son livre, en échange d'une peine plus légère. Galilée garderait la vie sauve. Et ils l'ont trouvé fortement soupçonné d'hérésie pour son opinion selon laquelle le Soleil est au centre de l'univers. Dès cas, elle a été condamnée à vivre en résidence surveillée pour le reste de ses jours. Le livre de Galilée a été interdit, et tous ses ouvrages publiés ainsi que tout ce qu'il pourrait écrire à l'avenir étaient également proscrits. Il a finalement décidé d'écrire à nouveau, rédigeant un livre intitulé Discours et démonstrations mathématiques concernant les deux nouvelles sciences. Ce livre résumait l'essentiel de son travail des 40 dernières années et a été publié en Hollande après avoir été sorti clandestinement d'Italie. Einstein a hautement loué ce travail, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens considèrent Galilée comme le père de la science moderne. Il n'a pas souffert en prison, torturé pendant des années, mais sa liberté physique et intellectuelle a été emprisonnée par l'Église catholique jusqu'au 8 janvier 1642. Il est finalement décédé chez lui. Le grand-duc de Toscane voulait que Galilée repose dans la basilique Santa Croce. Condamné pour hérésie par l'Église catholique, il a été enterré dans une petite pièce près de la chapelle des novices, au bout d'un couloir. Près de 100 ans plus tard, il a été déplacé dans la nef principale de la basilique. Et lors de ce transfert, 3 doigts et une dent ont été retirés, qui sont maintenant exposés au musée Galilée à Florence. En 1718, ils ont finalement levé l'interdiction de réimprimer toutes les œuvres de Galilée, à l'exception du dialogue. Ce n'est qu'en 1835, 200 ans après que Galilée ait écrit le dialogue, que l'interdiction a finalement été levée. Galilée a été emprisonné pour avoir soi-disant ignoré un ordre qu'il n'a peut-être même jamais reçu. Mais même s'il l'avait reçu, ce n'était pas simplement que l'Église demandait à l'astronome d'ignorer la véritable nature de l'univers et de suivre aveuglément ce qu'il considérait comme correct. Si lui et nous, scientifiques, avions obéi, nous saurions très peu sur l'univers aujourd'hui. En matière de science, l'autorité de 1000 personnes ne vaut pas le raisonnement humble d'un seul individu.